Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Francesco Antoniol pour son initiative qui va permettre d'éclairer à l'échelle internationale l'importance du patrimoine industriel, la beauté du patrimoine industriel sur nos territoires et les effets de la crise du Covid-19 sur ce secteur, même si nous manquons encore de données précises et globales pour saisir l'importance de cette crise. Petit rappel avant de démarrer, l'archéologie industrielle en France s'est affirmée depuis les années 1960 comme une discipline à part entière dont les travaux alimentent et initient des démarches patrimoniales et participent à la construction d'un nouvel objet, le patrimoine industriel. C'est ce patrimoine que je vous propose ici d'aller découvrir. La pandémie de Covid-19 a conduit au confinement des Français du 19 mars au 11 mai 2020. L'ensemble des activités culturelles et économiques ainsi que le système éducatif se sont brutalement arrêtés. Les lieux dédiés au patrimoine industriel ont tous fermé, les manifestations ont été annulées, reportées ou supprimées. Je vous propose ici de vous donner un aperçu, un panorama des réalisations sans chercher à l'exhaustivité, impossible à atteindre en raison du très grand nombre de structures concernées sur notre territoire. Par les images, vous pourrez en découvrir un certain nombre, quelques-unes, plus ou moins connues, dans toute la France. Vous avez ainsi à l'écran, tout en haut à gauche, l'atelier musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon, qui est un magnifique musée qui vous raconte l'histoire de la chapellerie sur ce territoire. En dessous, la filature des calcaires, où vous pouvez voir fonctionner de très belles machines à filer et à tisser. Et puis, tout en haut à droite, au CRA, le Conservatoire des ocres et de la couleur, dans le Roussillon, dans le sud de la France, qui lui raconte l'épopée de la fabrication de l'ocre, un pigment très utilisé à la fois par les artisans, les peintres, mais aussi l'industrie. Passé le moment de stupeur, chacun s'est organisé pour tenter de maintenir son existence au travers d'activités proposées via les médias sociaux. Si besoin était de le confirmer, les sites internet et les médias sociaux ont joué un rôle majeur comme support de ressources dans le cadre scolaire et plateforme de loisirs pour apprendre en jouant et jouer en apprenant. Les sites internet ont véritablement été des outils d'aide aux professeurs des écoles afin de donner, de compléter les enseignements et de donner des activités à faire aux enfants. En effet, la continuité scolaire a été l'une des tâches les plus importantes, sitôt la fermeture des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Le SILAC, représentant français auprès de Tiki, a ainsi mis en libre accès sa dernière publication consacrée au patrimoine de l'informatique. Donc je vous laisse découvrir l'adresse sur la vidéo. Vous pouvez aller y télécharger gratuitement ce numéro spécial patrimoine de l'informatique. Le musée de l'Air de l'Espace, au nord de Paris, au Bourget, dont la grande galerie venait de rouvrir, a lui proposé une application mobile pour découvrir le musée, les collections, avec un choix d'objets qui permettent ainsi d'avoir une idée de l'histoire de l'aéronautique. Le musée a également mis en avant son e-médiathèque, un outil extrêmement précieux pour trouver des images de l'histoire de l'aéronautique et comprendre, remettre en contexte les objets proposés au fil du musée. Les visites virtuelles de musées plus ou moins élaborées ont été organisées, créées ou mises en avant par les sites internet. Le musée de la métallurgie ardennaise, que vous avez ici à l'écran, a ainsi réalisé une visite, qui est postée sur YouTube, une petite vidéo très bien faite pour découvrir ce petit musée de territoire très intéressant qui raconte l'histoire de la sidérurgie, de la métallurgie dans les Ardennes. À droite, le Electropolis, le musée de l'électricité, a lui un partenariat avec Google Arts and Culture pour réaliser une visite virtuelle de ses collections. Selon les cas, les structures ont pu maintenir une activité in situ. Les équipes en ont profité pour classer, ranger, nettoyer, réaménager les lieux en vue d'une prochaine réouverture.
À distance, beaucoup ont continué à préparer des expositions qui n'ont pu, pour le moment, être ouvertes. Ici, vous avez l'exemple de la Saline royale d'Arc-et-Senans, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, et qui tient à informer le public via sa page Facebook de l'avancée de sa future exposition, Le cirque, c'est la nostalgie du paradis. Autre cas, en Normandie cette fois-ci, la Fabrique des Savoirs qui, par sa page Facebook, poursuit sa collecte d'objets en vue d'une prochaine exposition dédiée aux mémoires de l'immigration, pendant que son site internet offre une visite ludique de ses collections pour, là encore, les publics scolaires. En plus de cette activité, pour maintenir ou créer de nouveaux liens avec les visiteurs, la période de confinement a été mise à profit pour effectuer des tâches administratives souvent laissées de côté, mais également pour faire les comptes. La fermeture a un impact considérable sur l'équilibre de ces structures souvent modestes. Le manque à gagner, tel qu'il a pu m'être communiqué par les responsables de structures, varie entre quelques milliers d'euros pour les structures les plus modestes à quelques centaines de milliers d'euros pour les structures les plus importantes, celles qui ont bien évidemment de nombreux salariés. Les contacts également avec les responsables de sites et d'associations m'ont montré que tous ont profité du confinement pour réfléchir aux solutions à mettre en place pour la réouverture. La plupart ont commandé des quantités importantes de masques et de gel hydroalcoolique qui seront à la disposition du public et bien sûr des salariés. Beaucoup se sont informés au fur et à mesure, des mesures qui étaient à prendre et ils sont encore accompagnés par les services administratifs au niveau départemental, régional et national. Il faut souligner ici la mobilisation sur le terrain de ces services administratifs, dont certains ont lancé des enquêtes pour déterminer les besoins des structures et élaborer des dispositifs d'aide adaptés à chaque différent cas. C'est par exemple le cas ici de la région Normandie, où le réseau des musées est à pied d'œuvre pour soutenir ses 112 membres, incluant une quarantaine de musées industriels et techniques. La région a dégagé un fonds d'urgence de 2 millions d'euros et un plan régional de relance d'1 million d'euros important. Il faut souligner en France l'importance des réseaux régionaux. Leur importance était déjà forte avant la pandémie parce qu'ils réunissent des acteurs autour du patrimoine industriel et les aident à formaliser leur offre, à monter des expositions et à donner de la visibilité aux différentes structures. Pendant la pandémie, leur importance s'est largement accrue puisqu'ils ont apporté un soutien sous de multiples formes, logistique, technique, humain, matériel, etc. Je vous ai indiqué ici à l'écran plusieurs réseaux importants, comme le réseau des musées en Normandie, Procitec pour les Hauts-de-France, Oralpin pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis un réseau national que beaucoup d'entre vous connaissent, la Fédération des écomusées et des musées de société, un acteur historique en France pour les musées techniques. Les mesures prises dans le cadre du déconfinement doivent maintenant permettre la réouverture des sites patrimoniaux et musées de taille modeste. Heu, il s'agit bien évidemment d'ouvrir en tenant compte des mesures sanitaires à prendre pour protéger à la fois les salariés et les visiteurs. Et cela est plus ou moins facile selon, les musées. Mettre en place un circuit unique de circulation n'est pas toujours facile, à exécuter. Pour beaucoup de ces musées, de ces entreprises et de ces associations, pardon, les travaux et les dépenses prévus en 2020 sont aujourd'hui reportés afin de préserver la trésorerie. Trois musées à l'écran. En haut, le musée de l'histoire de fer, près de Nancy, à l'est de la France, qui a ouvert très vite le matin pour la visite. En dessous, la Cité de la dentelle et de la mode, au nord de la France, dans les Hauts-de-France, qui prévoit sa réouverture pour le 15 juillet. Et enfin, le site d'Arimbert, un des sites UNESCO du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui pour le moment n'a pas encore informé les visiteurs d'une ouverture prochaine.
Le réseau français des musées d'entreprise, une structure informelle mais très dynamique, a lancé pendant le confinement une réflexion pour mettre en commun les expériences et s'adapter aux nouvelles contraintes. Il s'agit pour eux de trouver des solutions techniques permettant les visites, des systèmes afin de désinfecter les tablettes numériques, par exemple, ou à l'inverse, la suppression de certains dispositifs trop compliqués à maintenir sur la visite permanente. L'Aventure Michelin, comme la Maison de la Vache qui rit ou encore Electropolis, pensent pouvoir ouvrir d'ici le mois de juin. Terre de Sel, à Guérande, a lui déjà réouvert à la visite avec des groupes maximum de 9 personnes. Son site internet, dès le 15 mai, a été doté d'une page spéciale déconfinement sur laquelle les visiteurs pouvaient découvrir ce que le site a mis en place pour les protéger, mais aussi faire passer quelques informations pour que les visiteurs prennent leurs propres précautions lors des différentes visites. Quel bilan peut-on tirer? Il est encore trop tôt pour pouvoir le faire, mais il est certain que les petites structures avec un ou 2 employés, peu de trésorerie et peu de soutien public sont extrêmement menacés. Le rôle des volontaires, hein, des bénévoles, va être crucial au moment de la réouverture pour préparer et puis bien sûr pour assurer les visites et faire en sorte que l'activité puisse à nouveau se mettre en place. Le manque à gagner, je l'ai déjà dit, est très très important, notamment parce que les visites de scolaires et les visites de groupe se sont brutalement arrêtées. Compte tenu de la limite des 100 km maximum imposée aujourd'hui aux déplacements personnels en France, la fréquentation des sites devrait être locale. C'est peut-être là une chance pour nos sites qui sont véritablement des musées de territoire et finalement, cette contrainte devrait être une opportunité. Le patrimoine industriel reste peu connu des visiteurs, alors qu'il offre des visites tout à fait originales et propres à intéresser un public extrêmement vaste, familial ou individuel. Profitez de cette opportunité pour soutenir les sites industriels, notamment repérés par la Mission Berne, dont l'adresse est à l'écran, www.missionberne.fr. Des sites très importants comme les anciens réfectoires Meignier à Noisiel ont besoin de votre soutien. J'en profite pour dire aux Parisiens leur suggérer d'aller visiter la ville de Noisiel qui dispose d'un magnifique patrimoine industriel, un superbe moulin à cacao et une promenade tout à fait intéressante le long de la rivière. Idem pour la cuivrerie de Cerdon ou encore la manufacture de tabac de Morlaix, une des plus anciennes manufactures de France qui aujourd'hui fait l'objet d'un magnifique projet de réhabilitation. Allez voir le site de la Mission Berne, allez découvrir ce patrimoine proche de votre domicile. Pour cet été, lorsque le mouvement sera de nouveau libre, lorsque nous pourrons aller visiter, prendre nos vacances partout en France, nous souhaitons un soutien très fort du ministère de la Culture et du ministère du Tourisme afin de promouvoir le tourisme industriel, la visite de musées et de sites anciens, comme la visite des entreprises en activité et qui ont un savoir-faire souvent extrêmement ancien, pluriséculaire pour certaines et qui s'ouvrent à la visite. La visite d'entreprise en 2018, c'était 15 millions de visiteurs et 2500 entreprises ouvertes. À l'écran, vous pouvez voir l'adresse de entreprisesetdécouvertes.fr pour aller chercher des visites à faire à proximité de votre domicile ou sur votre lieu de villégiature. Le patrimoine industriel, ce sont aussi des sites, de vastes parcs et des paysages à découvrir, comme ici la Cité des électriciens dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, un des plus vieux corons restaurés avec soin, où se trouve un centre d'interprétation du paysage minier que je vous engage à aller voir, que j'engage les Lillois à aller découvrir. Idem à l'est de la France avec le parc du Haut-Fourneau U4 à Ucange, où vous pouvez à la fois allier la promenade champêtre et la découverte d'installations sidérurgiques absolument remarquables. Même chose ici avec le parc des îles dans le Nord-Pas-de-Calais, où vous pouvez admirer le paysage minier avec un terri ouvert à la visite. La plupart de ces sites seront ouverts dès le mois de juin. Le tourisme culturel, c'est aussi le patrimoine industriel, des sites, des savoir-faire anciens et actuels, la mémoire ouvrière, et ils doivent être au menu de vos vacances. Pensez-y, dites-le et
partagez vos expériences. Allez sur le site d'Entreprise et Découverte, www.visiteetdécouverte.fr, où vous pourrez aller à la rencontre de ces différents sites. Voilà, je vous remercie, j'ai été peut-être un peu rapide, mais j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir le patrimoine industriel de la France en ce moment et puis pour les mois à venir. À très bientôt, j'espère.